Sergueï Lavrov a mis l'Occident devant un fait accompli. La paix en Ukraine ne se fera qu'à nos conditions. L'Europe, déconcertée, semble désorientée et ne sait plus quelle direction prendre. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, dans une étonnante métamorphose, devient une sorte de TikToker, utilisant cette plateforme pour tenter d'expliquer la déroute militaire européenne face à la Russie, carte à l'appui. Sans en avoir pleinement conscience, il est devenu le premier dirigeant européen de premier plan à reconnaître publiquement la défaite de l'Ukraine, tout en entérinant l'annexion des territoires par la Russie. Au cours de sa présentation, Macron a également reconnu, de manière implicite mais éloquente, la puissance militaire incontestable de la Russie. Suivez. Je commençais par là, mais vous m'avez apparemment pas entendu au début de l'échange. Au fond, les cartes disent parfois mieux que beaucoup de choses. Cette carte, c'est celle en effet de l'Ukraine. Vous la voyez. Les zones assurées, ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne. Et ça a été un cessez-le-feu, des discussions politiques. Et La Russie ne peut ni ne doit gagner. Macron, dans l'inconscience, dévoile une nouvelle carte de l'Ukraine, amputée de ses 4 régions à la suite de la guerre. Fini l'ère du slogan « La Russie ne peut pas gagner et ne doit pas gagner ». Quelle honte! Au lieu de chercher à établir un cessez-le-feu, l'Europe persiste dans sa volonté de confrontation avec la Russie, espérant lui infliger une illusoire défaite stratégique. Mais pour la Russie, il n'en est absolument pas question. La paix ne pourra être obtenue que selon ses propres conditions. Heureusement, Trump a déjà compris que la cause ukrainienne est perdue d'avance. Écoutons à présent l'intervention de Sergueï Lavrov. Tout le monde a salué notre rencontre. Tout le monde comprend que ce n'est pas la fin de l'époque de la confrontation entre la Russie et l'Occident, mais que le fait de commencer un dialogue est en soi un retour à la normalité, ce que tout le monde reconnaît et accueille favorablement. Et la façon dont ces personnages tragico-comiques, qui dirigent la bureaucratie bruxelloise et l'OTAN, ont réagi à la rencontre à Riyad est très révélatrice. Le simple fait que les représentants de 2 grandes puissances se soient assis et discuté, exposant chacun sa position, est perçu comme une trahison des intérêts de l'Occident. Ce sont des gens malsains. Et de manière générale, tous nos interlocuteurs issus des pays de la majorité mondiale perçoivent cela de cette façon. Même si peut-être tous ne nous le disent pas directement, mais c'est ce que l'on ressent. Dites-nous, s'il vous plaît, quel est le problème que la Russie est en train de traiter en ce moment, peut-être en vue de préparer une rencontre avec le président? Vous le saurez en temps voulu, bien sûr, et nous vous informerons sur les questions que nous traitons. La confidentialité est une partie intégrante de la préparation de tout processus diplomatique. Nous vous informerons en temps voulu, mais la presse du Kremlin le fera en premier lieu. Le tribunal de Saint-Pétersbourg et le ministère des Finances des États-Unis ont annoncé la possibilité de discuter d'un allègement des sanctions contre la Russie dans le cadre de l'accord sur la crise ukrainienne. Quelle est la position de la Russie sur cette question? En ce qui concerne les négociations ou la résolution de cette crise, que pouvez-vous nous dire? Nous ne touchons pas à ce sujet. Nous partons du principe que c'est une violation flagrante de tous les principes que l'Occident lui-même a posés dans l'économie mondiale. Concurrence loyale, inviolabilité de la propriété, présomption d'innocence et plus généralement les mécanismes du marché libre. Tout cela a été détruit. Il faut aussi ajouter le vol direct des actifs russes. C'est honteux, probablement. Non seulement ils ont volé, mais ils utilisent également les intérêts pour financer la guerre contre notre pays par l'intermédiaire des Ukrainiens. Récemment, il y a eu des informations selon lesquelles un certain nombre de sociétés occidentales sont prêtes à revenir et à reprendre leurs activités en Russie. Je pense que notre bloc économique a réagi très correctement. Le sens général de cette réaction est que, pendant les années de cette guerre hybride, y compris les sanctions illégales, nous avons accompli beaucoup pour donner un puissant élan au développement de nos propres secteurs, dans lesquels, jusqu'à récemment, nous dépendions sérieusement des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon, et ainsi de suite. Ce nouvel état de fait nous a permis de réaliser à quel point il est bénéfique pour notre économie de maîtriser nos propres technologies qui dans de nombreux cas surpassent déjà les équivalents occidentaux. C'est cette même logique qu'il faut appliquer lorsque nous parlons du retour des entreprises occidentales en Russie. Il ne s'agit pas de les en dissuader, mais de ne les autoriser qu'à opérer dans des secteurs qui ne présenteront pas de risque pour notre économie, au cas où quelqu'un déciderait à nouveau de se lever du mauvais pied. Il en va de même pour les sanctions. Elles nous ont, en fin de compte,
appris beaucoup et nous ont obligés à entreprendre des réformes profondes, à restructurer en profondeur notre économie en faveur d'un développement pleinement souverain et indépendant des caprices de ceux qui se considèrent encore comme les maîtres de la scène mondiale, y compris de l'économie mondiale. Pour conclure, la multipolarité est en marche et la croissance de nouveaux centres puissants de pouvoir, qu'ils soient économiques, politiques ou financiers, montre clairement que ce processus est irréversible. Dans ce sens, le rôle du G20 reste important pour que les participants occidentaux prennent conscience de cette irréversibilité et s'y adaptent. Nous ne disons pas que la multipolarité exclut l'Occident. Ils font aussi partie de notre planète, de l'économie mondiale et de la vie internationale. Et le G20 est un bon lieu pour échanger des points de vue et, si vous voulez, pour faire de la pédagogie à l'égard de nos collègues occidentaux. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires. Спасибо большое.